Oscar Pistorius, condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir tué sa petite amie en 2013, la juge sud-africaine Thokozile Mazipa a prononcé ce mardi la sentence du procès de l'année. Les chefs d'État et ministres de 12 pays d'Amérique latine et des Caraïbes se sont entendus hier pour élaborer un plan d'action contre l'apparition éventuelle du virus Ebola dans leur région. Décès ce lundi du PDG du groupe pétrolier français Total, Christophe de Margerie. C'était dans le crash d'un avion privé à l'aéroport de Vnukovo, près de Moscou. À nouveau, bonjour et bienvenue à cette édition d'information sur Sika. Nous démarrons ce journal par les nouvelles en provenance de l'Afrique du Sud. La juge sud-africaine Thokozile Mazipa a condamné ce mardi Oscar Pistorius à 5 ans de prison ferme pour avoir tué sa petite amie Reeva Steenkamp de 4 balles en février 2013 dernier. Une décision de justice que les deux familles ont acceptée. Pour la juge Thokozile Mazipa, il s'agit d'un verdict qui doit permettre à la famille de la victime de faire son deuil. Je vous propose ici d'écouter un extrait de son intervention. J'espère que ce jugement va permettre à la famille de faire son deuil de façon à ce qu'elle puisse reprendre le cours de son existence. C'est un équilibre délicat qu'il faut atteindre qui prenne en compte le crime, le criminel et les intérêts de notre société. L'importance de la négligence observée dans le cadre de cet homicide doit jouer un rôle important dans la définition de la sentence qui ne doit être ni trop sévère ni trop légère. Un autre élément à présent dans ce journal, en Côte d'Ivoire, la comparution des 83 personnalités pro-Gbagbo prévue pour demain à Abidjan serait une manière pour le régime du président Alassane Ouattara de museler et de décapiter l'opposition. C'est ce que soutient Pascal Afine-Guessan, le chef du Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui a fait une sortie médiatique ce lundi à Abidjan. À l'instar des autres prévenus, Simon Gbagbo sera principalement poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Pour certains avocats de la défense, le procès censé s'ouvrir ce mercredi ne pourra pas démarrer avant 2 semaines sur le plan procédural. Ce n'est pas possible. Nous sommes en train d'accomplir les actes préliminaires, a estimé Mathurin Dirabou. Il est le doyen des avocats de la Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, à présent, le sourire est revenu sur les visages ce lundi à l'aéroport d'Abidjan après l'atterrissage du premier vol de Air Côte d'Ivoire en provenance de la Guinée. Ceci après plus de 2 mois de suspension par crainte d'une propagation du virus Ebola. Les voyageurs venant de Conakry ont débarqué en début de cette soirée de lundi dans une aile de l'aéroport réservée exclusivement pour tous les vols de Air Côte d'Ivoire en provenance de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Les 3 pays bien évidemment touchés par le virus Ebola. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, qui ne déplore aucun cas d'infection au virus d'Ebola malgré sa proximité avec l'épidémie, avait décidé, c'était le 11 août dernier, de suspendre tous les vols avec les pays touchés par le virus. Notons que les mesures de prévention ont toutefois été renforcées. Dès leur arrivée, tous les passagers ont été soumis au lavage des mains avant la prise de température par un scanner thermique. Et puis parlant toujours d'Ebola, les chefs d'État et ministres de 12 pays d'Amérique latine et des Caraïbes se sont entendus hier pour élaborer un plan d'action contre l'apparition éventuelle du virus Ebola dans leur région. C'était au terme d'un sommet extraordinaire de chefs d'État qui a eu lieu ce lundi à La Havane, à Cuba. Reportage. D'ici au 5 novembre prochain, les ministres de la Santé de l'Amérique latine devront finaliser un plan en vue de son application immédiate dans les 9 pays membres de l'alternative bolivarienne pour les Amériques et 3 autres nations des Caraïbes. Pour préparer ce dispositif, un sommet technique des spécialistes sera organisé les 29 et 30 octobre prochains dans la capitale cubaine pour échanger les expériences et proposer des stratégies. C'est ce qu'a annoncé le président vénézuélien Nicolás Maduro, initiateur du sommet, en lisant la déclaration finale. En marge de cette rencontre, le président cubain a annoncé que son pays allait dépêcher dès mardi prochain 90 médecins et infirmiers au Libéria et en Guinée.
Une équipe médicale spécialisée de Cuba s'est rendue en Sierra Leone pour aider à combattre l'épidémie. Ce mardi, 2 autres équipes se rendront au Libéria et en Guinée. Je suis convaincu que si cette menace en Afrique de l'Ouest n'est pas stoppée et résolue à travers une action et des ressources internationales immédiates sous la coordination de l'Organisation mondiale de la santé et des Nations unies, cela pourrait devenir une des pires épidémies de l'histoire de l'humanité. Dans le même temps, les participants ont demandé à la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes de promouvoir des efforts régionaux contre Ebola. En dépit de plusieurs fausses alertes, l'Amérique latine n'a pas encore été officiellement touchée par le virus de la fièvre hémorragique. Ils ont également retenu d'engager la formation du personnel qualifié contre Ebola dans les 12 pays et de poursuivre les efforts déployés en Afrique de l'Ouest. La Tunisie à présent, qui élit dimanche prochain son premier parlement depuis la révolution de 2011, le pays espère ainsi pérenniser une démocratie balbutiante. Une exception parmi les pays du printemps arabe qui ont largement basculé dans le chaos et la répression. Reportage. La Tunisie se prépare à des élections cruciales qui devront sceller son choix d'un système démocratique. Le 26 octobre, 5,2 millions de Tunisiens doivent élire leurs 217 députés, près de 4 ans après la révolte populaire de 2011 qui a mis fin au règne de Ben Ali. Un exemple parmi les pays du printemps arabe qui ont largement basculé dans le chaos et la répression. Il y a des discours des fois qui consistent à dire si la Tunisie échoue, il n'y aura pas de démocratie dans le monde arabe pendant 10 000 ans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, et il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire réussir. Est-ce que réussir, c'est une démocratie de façade? Pourtant, le grand vainqueur des élections, ce sera peut-être l'abstention. Face au désintérêt des Tunisiens, il a fallu allonger le temps imparti pour s'inscrire sur les listes électorales. Un manque d'enthousiasme qui pourrait paradoxalement bénéficier au parti islamiste Ennahda. Malgré son passage au pouvoir, il conserve une base électorale puissante et mobilisable. En termes de machine électorale, en termes de la manière dont il a fait montre d'unité, malgré effectivement des divisions internes, mais la discipline qu'il y a, la véritable centralisation qu'il y a à l'intérieur, montre qu'effectivement il va beaucoup moins être victime du phénomène de la dispersion des voix. En face des islamistes, l'opposition est divisée entre extrême gauche, anciens dignitaires du régime de Ben Ali, ou encore Nida Tounis, le parti de Beji Caïd Essebsi, opposant farouche à Ennahda. Une multitude de candidatures qui ne satisfait pas les Tunisiens. Rien ne va changer, voter pour une personne ne sert à rien, les choses se répètent, les opinions sont les mêmes, il n'y a rien de neuf, le pays est fichu. Le pays va dans le mur, on veut que ça redevienne comme avant, pas comme c'était sous Ben Ali, mais que les gens puissent sortir, que ces histoires de terroristes, de troubles, de meurtres s'arrêtent. Entre les troubles sécuritaires dans l'est du pays et l'économie en crise, la Tunisie n'est pas encore sortie des années de transition. 30% des jeunes diplômés tunisiens ne trouvent pas d'emploi et la croissance continue de ralentir, atteignant tout juste 2% au deuxième trimestre 2014 contre près de 3% l'année dernière. Un carnet noir dans ce journal à présent, le président directeur général du groupe pétrolier français Total, Christophe de Margerie, est décédé hier lundi dans le crash d'un avion privé à l'aéroport de Vnukovo près de Moscou. L'annonce de la mort de Margerie, très influent dans le milieu industriel français, a plongé toute la communauté des affaires dans un état de choc. Mais comment ce crash s'était-il produit? Élément de réponse dans ce reportage. Christophe de Margerie, PDG de la première entreprise industrielle française dans laquelle il a fait toute sa carrière et qu'il dirige depuis 2007, était le seul passager à bord du Falcon 50 privé qui s'est écrasé à l'aéroport de Vnukovo à Moscou. Un communiqué du groupe Total a confirmé dans la nuit la disparition de son PDG. Selon les médias russes, l'avion venait de décoller pour Paris au petit matin de ce mardi dans un épais brouillard quand son train d'atterrissage a heurté un chasse-neige. Le pilote a alors décidé de faire demi-tour et d'atterrir. Il a envoyé des signaux de détresse faisant état d'un incendie. L'avion s'est ensuite écrasé au sol. Le jet comptait également un équipage de 3 personnes, des Français qui sont tous morts. Le conducteur du chasse-neige aurait pour sa part survécu. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident.
Des débris ont été retrouvés jusqu'à 200 mètres de l'impact du crash de l'avion, rapportent des médias russes. Marjorie, encore connue sous le sobriquet Big Moustache, revenait d'une réunion avec des dirigeants d'entreprises et des représentants du gouvernement russe. Dernier élément de ce journal à présent, le 26 novembre prochain, le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit qui récompense chaque année un défenseur des droits de l'homme et de la démocratie sera officiellement remis à Strasbourg. En attendant de connaître le lauréat 2014, allons à la découverte de quelques candidats en lice pour ce prix dans ce reportage. Denis Mukwege en lice pour le prochain prix Sakharov. De nationalité congolaise, ce médecin, dont le nom a été plusieurs fois avancé pour le prix Nobel de la paix, est soutenu par les socialistes et les libéraux au sein du Parlement européen. Célèbre pour son aide aux femmes violées dans l'est de la République démocratique du Congo, il est connu pour avoir fondé l'hôpital et la fondation de Panzi. Le 25 octobre 2012, il avait échappé à une tentative d'assassinat au cours de laquelle un de ses domestiques avait été tué. Autre candidat en lice pour le prix Sakharov, le mouvement Euromaïdan. Symbole de la contestation en Ukraine, ce mouvement, dont le nom vient de la célèbre place du centre de Kiev, est soutenu par une cinquantaine de députés. Parmi les autres candidats en lice, on compte l'ex-députée néerlandaise d'origine somalienne, Ayaan Ali. Menacée de mort en raison de ses critiques de l'islam, elle a été désignée par le groupe europhobe mené par le Britannique Nigel Farage. Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit sera officiellement remis le 26 novembre à Strasbourg. Il récompense chaque année un défenseur des droits de l'homme et de la démocratie. Le lauréat est choisi par les chefs des groupes politiques et le président du Parlement européen. Remis chaque année depuis 1988, il a récompensé l'an dernier la jeune militante pakistanaise pour le droit à l'éducation, Malala. Un tour au Brésil avant de boucler cette édition. Dernière ligne droite pour l'élection présidentielle dans ce pays. Les derniers sondages donnent Dilma Rousseff et Aécio Neves au coude à coude dans les intentions de vote. Au centre de toutes les attentions, l'électorat pauvre du pays que les deux candidats tentent de séduire. Au Brésil, un quart de la population, soit près de 50 millions de personnes, bénéficient d'aide sociale. Reportage. Des maisons à perte de vue. Ici, dans la capitale de l'Acre, en Amazonie, se construit la Cité du Peuple, destinée à reloger des familles pauvres de la ville. Luciene avait tout perdu après des inondations à répétition. En mai dernier, elle était l'une des premières à s'installer avec ses enfants. Quand je suis arrivée, je n'arrêtais pas de pleurer. Et mon fils me demandait pourquoi je pleurais. Alors je lui disais, Gabriel, tu ne sais pas ce que ça représente. Parce que plusieurs fois, on a été expulsés parce qu'on n'arrivait pas à payer le loyer. Et là, c'est mon plus grand rêve. Après l'éducation de mes enfants, c'est de leur donner cette dignité. Rosivaldo attend lui aussi d'être relogé. Il vit dans une zone inondable et sa maison menace de s'effondrer. Sans revenu, ce qui lui permet de faire vivre sa famille, c'est l'allocation Bolsa Familia, avec une centaine d'euros par mois pour ses 5 enfants. Une politique qui a permis au gouvernement du Parti des travailleurs de Lula et Dilma Rousseff de sortir de la misère plus de 40 millions de personnes. Luiz Inácio Lula da Silva était pauvre. C'est pour ça qu'ils se battent pour nous. Les seuls qui se préoccupent de nous, les pauvres, c'est le PT. Et je soutiendrai le PT jusqu'à ma mort, parce qu'ils font quelque chose pour nous. Au total, plus de 50 millions de Brésiliens bénéficient d'aide sociale, soit un quart de la population. En pleine élection présidentielle, les deux candidats en liste, Dilma Rousseff et Aécio Neves, s'affrontent pour conquérir cet électorat crucial. Ils ne pensent qu'aux riches. C'est la fin de l'aide sociale. Est-ce que vous voulez confier le pays à tous ceux qui ont toujours mis de côté les pauvres ? Avec une économie en berne et un possible changement de gouvernement, certains craignent une diminution des acquis sociaux. Aucun des partis n'y mettra fin pour une raison simple, c'est que cela ne coûte pas cher. Cela représente 1,5% du budget public et c'est un thème très rentable politiquement. Ils ne peuvent pas y toucher. Pour gagner des voix, Aécio Neves promet la continuité des programmes sociaux. Dilma Rousseff, elle, sait qu'elle peut d'ores et déjà compter sur la fidélité de l'électorat du nord-est du pays,
région la plus déshéritée du Brésil et qui a concentré à elle seule plus de 58% des voix au premier tour. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retenez que le programme se poursuit sur Sika TV et sur www.sikatv.info.